Alors, bienvenue à tous et bienvenue à toutes à notre soirée organisée par l'Association culturelle Joseph Jacquemotte, par À Contre-Courant, par le mouvement politique des objecteurs de croissance, par la formation Léon Le Soil, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de ce que l'on appelle le Week-end Rouge-Vert, avec son site rougevert.be. Nous organisons donc une série de débats et ce soir, nous sommes réunis pour un débat qui s'appelle Amazon, Brussels Airlines, Alibaba, assez de cadeaux. Parce que nous savons bien que si voilà, les dérives, les dégâts sociaux, et environnementaux, ainsi que les pressions que ça fait, que mettent les multinationales, les grandes entreprises sur nos démocraties, si toutes ces dérives, toutes ces pressions, tous ces dégâts sont combattus de longue date, ben, la pandémie de Covid-19 les a encore mis davantage en lumière, que ce soit aussi bien des dérives des dégâts sociaux que ces entreprises gagnantes d'un système économique profondément injuste. Donc voilà, la situation actuelle, c'est une aubaine pour ces géants du e-commerce, avec Amazon en première ligne, bien sûr. L'aéroport de fret de Liège n'a pas arrêté de fonctionner et n'arrête pas de continuer à fonctionner en ce moment. Il y a l'installation de la multinationale de logistique, de e-commerce aussi, Alibaba, qui continue. Nos productions locales souffrent et nos emplois sont délocalisés. Et même dans les milieux patronaux et libéraux, le constat d'une trop forte mondialisation de l'économie et d'une trop grande dépendance à de pays lointains devient de plus en plus difficile à nier. L'Union européenne poursuit néanmoins les négociations d'accords de libre-échange avec le Mercosur, l'Albanie, le Vietnam. Le secteur de l'aviation a été rapidement et fortement soutenu par les gouvernements français, belges et allemands, sans contrepartie sérieuse. Résultat, perte d'emploi, durcissement des conditions des travailleurs et des travailleuses, relégation à bien plus tard au calendrier grec des objectifs climatiques de ces sociétés aériennes. Il y avait pourtant une réelle opportunité de miser sur le développement du rail, un projet autrement bien plus ambitieux d'un point de vue écologique et social. Et c'est pareil avec la nécessité des circuits courts, par exemple. Est-ce que nous sommes pris au piège d'un modèle capitaliste et productiviste destructeur? Quelle alternative pouvons-nous lui présenter? Nous en discutons ce soir avec Virginie Godet du Mouvement Demain, avec Mathieu Strahl, parce que notre amie Anne-Sophie Bouvy, qui devait parler de la thématique plus du transport aérien, hélas, est malade, et donc son collègue et ami Mathieu Strahl, géographe à l'ULB, qui avait lui aussi été signataire de la carte blanche, l'avenir du transport aérien doit être dans les mains du secteur public, des travailleuses et travailleurs et de la population. Lui aussi donc était également signataire de cette carte blanche. Et nous avons aussi Alexandre Lemonnier, de la maison d'édition Zone Sensible, et Philippe Goff, de la plateforme Librel, pour parler de donc, tous ces sujets avec nous ce soir. Et alors, sans plus attendre, je vais commencer avec toi, Virginie. Bonsoir. Donc, voilà, bonsoir. Merci à toi d'être présente. Donc, depuis voilà, maintenant plusieurs années, le mouvement Demain, avec d'autres acteurs, participe à une contestation du développement de l'aéroport de Liège, avec l'installation donc du géant Alibaba. Voilà, est-ce que nous en dire quelques mots sur ce développement, sur votre contestation et sur Alibaba? Oui, c'est un problème qui est vaste parce que Alibaba, en fait, est un révélateur. Un révélateur d'un système économique qui part en vrille, un révélateur de toutes les problématiques qui touchent au local, qui touchent à la question du droit du travail ici et en Asie, qui touchent à la question du réchauffement climatique, au redéploiement économique local, c'est énorme. Donc, il faut se rendre compte qu'on est ici à Liège dans une
région qui a été traumatisée par la fermeture de la métallurgie et qui cherche désespérément à recréer des emplois. Ce que la région wallonne a trouvé comme solution, et les opérateurs économiques régionaux, c'est d'avoir cette ambition de travailler sur la logistique et de faire de l'aéroport de Vierzey le premier aéroport de fret. Donc, on parle bien de transport de marchandises, pas de transport de personnes, bien qu'il en ait, mais c'est minime, en Europe. Et c'est dans ce cadre-là que Alibaba, le géant de l'e-commerce, et que j'appelle le plus gros marchand de cacaï du monde, vient s'installer. Et on lui déroule carrément le tapis rouge. Parce que on parle d'une construction d'entrepôts de 38 hectares. Ça, rien que pour le bâtiment entrepôt, les hangars même, plus tout ce qui est parking autour. Donc, on va bétonner 50 hectares. Plus des modifications apportées à la structure routière et autoroutière. Mais il faut quand même se rendre compte que ça va entraîner une augmentation des vols parce que dérouler le tapis rouge, ça veut dire aussi ne pas mettre de limitation au nombre de vols par jour. Donc, ce serait 100 vols par jour qui sont projetés, un tous les quarts d'heure, y compris la nuit. Et on projette d'ici 2030 1500 camions en plus pour tout ce qui est livraison de ces colis qui sont arrivés de Chine en avion. Et en échange de ça, il y aurait la création de 9000 emplois en région liégeoise, projection de l'Université de Liège, qui sont des emplois directs et indirects. Des emplois dont on ne sait pas s'ils seront durables, parce que dans les entrepôts d'Alibaba, qui existent déjà, en fait, presque tout est robotisé. Donc, on sait que pour le moment, il y aura 9000 emplois. On ne sait pas combien de temps ces emplois seront pérennes. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur, cette stratégie de la région wallonne, ce pari qui est fait sur le développement de l'aéroport de Vierzey, de Liège Airport, voilà, et les politiques qui sont du coup mises en place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais donc, il y a toute cette question du bétonnage. Et donc, par exemple, la modification du plan de secteur a déjà été faite pour sortir des terres agricoles du plan de secteur et en faire des terrains bâtissables. À l'heure où il est pertinent de développer une ceinture alimentaire autour de Liège pour faciliter un approvisionnement local en denrées alimentaires. Il y a évidemment cette question de l'élargissement des voies routières et autoroutières. On repart de fermer la boucle autoroutière autour de Liège, une sorte de ring liégeois avec la liaison Serrectezeux-Beaufailly qui a été plusieurs fois mise au frigo. Mais à partir du moment où on parle de développer ce fret et de pouvoir absorber les 1500 camions en plus, ça revient sur le tapis. Alors qu'on pensait que c'était définitivement enterré. Et il y a une très grande liberté qui est laissée comment dire, pour l'installation de cette entreprise, parce qu'effectivement, on est les flingues sur la tempe, parce que dès qu'on conteste, on nous fait « Ah ouais, mais 9000 emplois ». 9000 emplois créés, là,
dans les hangars, bon, que je vais bien l'entendre. Seulement, on sait que le commerce en ligne fait généralement disparaître 30% des commerces locaux en temps normal. Là, avec la crise sanitaire, il y a une explosion du commerce en ligne. C'est comme ça que les gens achètent les biens considérés comme non essentiels. Et on peut s'en rendre compte, mais sur le terrain. Quoi. Hier, je suis allée faire mes petites courses essentielles. Je passe sur le commune commerciale qui est à côté de chez moi, où il y a un centre de tri postal. On avait 25 camionnettes en train de se faire remplir avec des casiers remplis de paquets de chez Zalando, de chez Amazon, de chez Alibaba. Donc, c'est en train d'exploser pendant que le petit commerce et les artisans locaux sont en train de se casser la gueule dans les grands marges. Donc, c'est nettement plus de 30% d'emplois qui vont être perdus dans ce secteur-là. Et d'un autre côté, il y a une perte de qualité de vie chez les riverains, que ce soit à Liège même ou dans les communes rurales et périurbaines qui entourent l'aéroport de Pierrefitte, parce qu'il n'y a pas encore les 100 vols par jour, je ne pense pas, mais il y en a déjà pas mal, et y compris la nuit. Donc, on entend vraiment les avions décoller toute la journée, passer à basse altitude. Il y a une baisse de qualité de vie chez les riverains et vraiment dans toute la région. Mon côté de la Meuse, où on était très très peu impacté, on commence franchement sur les hauteurs à savoir quand ça décolle de Biarritz et quand ça part vers l'Allemagne. Donc, la communauté urbaine, les communes de la communauté urbaine de Liège ont voulu se regrouper pour contester, aller en justice, parce que ce développement se fait sur base d'un permis d'exploiter qui a été fait dans les années 90, et donc l'enquête d'incidence n'est plus valable. Le permis d'exploiter est donné sur l'enquête d'incidence faite dans les années 90, et plus du tout par rapport à ce qui va être développé là. Vert-Ardent, dont le mouvement demain fait partie, a proposé une motion avec d'autres partis de l'opposition à Liège-Ville pour pour que la majorité s'associe à cette que la majorité s'associe à cette action collective, et en fait, ben, ça n'a pas, non, ça n'a pas pris, la majorité n'a pas pris ces dispositions, et la majorité a refusé de participer à cette action. D'accord. Merci beaucoup, Virginie. Donc, je vais juste te rappeler deux, trois éléments que tu viens de dire, parce qu'on me signale au niveau du son, pour être sûr que tout le monde est bien entendu. Donc, voilà, il y a ce que tu as dit, hein, c'est que une série de communes sont allées en justice parce qu'il y a donc un développement, à un moment, de l'aéroport de Liège qui décroche par rapport à un développement initial, qui décroche complètement. Voilà, où il y a une espèce de poubelle sonore, hein, et très, très, très peu, voire même le moins sans doute de limitation par rapport aux autres aéroports dans Belgique et même sans doute dans les pays voisins européens. Ça, c'est sûr, en fait, on le sait déjà. Est-ce que tu peux… Oui, tu as parlé aussi hein, du fait que c'est ça, l'université de Liège a chiffré 9000 emplois de création de création de postes, mais donc n'est pas vraiment calculé ce qui est perdu dans le commerce local du fait du e-commerce. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot, par exemple, aussi sur l'aspect écologique du problème et des conséquences écologiques, que ce soit
tu as parlé de la pollution sonore, mais aussi peut-être en termes de ce que ça représente comme augmentation du trafic et de différents types de trafic. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, donc j'ai pas les chiffres exacts en pourcentage d'augmentation, mais donc vraiment, c'est 100 vols, donc un tous les quarts d'heure. Ça, c'est pour la pollution sonore. Plus les 1500 camions en plus sur les routes d'ici 2030. Euh, plus, alors ça, ça a été mis en lumière l'année dernière par Thierry Ben et ça recommence, plutôt ça continue. Ce sont les vols sautus. Donc, la piste de l'aéroport de Liège est beaucoup plus longue que celle de l'aéroport de Maastricht. Des marchandises sont chargées à Maastricht. L'avion fait un vol de 38 km, 10 minutes, et puis atterrit à Liège pour finir d'être chargé en marchandises et en kérosène et repartir sur des vols longs. Donc là, on est en pleine pollution bête et méchante, sans compter le fait que effectivement, c'est pour faire venir en Europe des produits manufacturés dans des conditions on hésite entre catastrophiques et épouvantables pour les travailleurs et qui sont fabriqués pour être très vite obsolètes. À ce stade-là, c'est plus de l'obsolescence programmée, c'est quasi de l'obsolescence instantanée. C'est vraiment fait pour qu'on en rachète tout le temps. Donc il y a ce problème-là, ça génère aussi des déchets, et des déchets en Asie et des déchets chez nous. Donc ouais, voilà, c'est une vraie catastrophe. On parle aussi de la voie ferroviaire qu'on appelle la nouvelle route de la soie, qui permet aussi de faire venir des produits chinois en Europe par voie ferroviaire, mais alors là, ce sont avec des trains énormes qui sont tractés par des locomotives, non pas électriques, mais par des locomotives au diesel. On cumule et on accumule. Eh bien merci, merci beaucoup, Virginie. Ça, c'est pour donc voilà, les impacts écologiques. Et tu as abordé aussi donc les aspects sociaux, tu viens de le dire, hein, la concurrence déloyale et la question pour les travailleurs, par exemple, voilà, voilà, pour le coup, de pays asiatiques ne sont pas évidemment les mêmes et du coup, impact aussi, ça impacte là-bas comme ici. Et ça met à mal hein, ce que tu dis, notre maillage économique, que ce soit dans les commerces ou les productions locales. Oui, tout à fait. Mais donc, à titre d'exemple, pour se rendre compte du gap et de comment on fait pour que les prix soient aussi bas alors que c'est un produit qui vient de loin. Autrefois, ça aurait été un produit de luxe. Il faut savoir qu'un ouvrier, une ouvrière du textile, majoritairement des ouvrières hein, au Bangladesh, son salaire est 50 fois inférieur au salaire d'une ouvrière du textile belge. Et on a aussi la question de la concurrence intra-européenne parce que le salaire d'une ouvrière textile portugaise est 2 à 3 fois inférieur à celui d'une ouvrière belge dans le secteur textile. Donc c'est comme ça et sur l'inexistence du droit du travail, voire les ONG tirent la sonnette d'alarme depuis des années sur soit l'emploi de prisonniers politiques, soit
récemment avec la question de la population de Tours en Chine, donc exploitation de prisonniers sur base ethnique. Et enfin, Virginie, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux me dire rapidement un petit mot sur le levier d'action des autorités communales? Elles en ont seulement la volonté, bien sûr, et depuis le fait que voilà, vous interpellez aussi, allez, depuis l'opposition aussi des bancs de la ville de Liège. On a vu, hein, puisque tu as parlé des actions de justice des autres communes. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour conclure là-dessus? Mais c'est que la majorité n'a pas fini d'entendre parler de nous parce que on insiste. C'est pas toujours évident de solliciter les citoyens de nouveau avec le fameux revolver de notre l'emploi sur la tente. Mais il y a vraiment toute cette question de la qualité de vie qui est très interpellante pour eux et surtout avec les riverains qui peuvent témoigner de la diminution de qualité de vie pour eux. Là maintenant, ben on est à la phase de, bien sûr, on travaille en collaboration avec les collectifs citoyens qui existent déjà. On n'est pas là pour la faire de l'ombre du tout. On n'est pas là pour récupérer encore moins. On travaille avec eux. Et donc, c'est aller à la rencontre des personnes qui sont impactées dans leur vie quotidienne, ne serait-ce que dans leur sommeil, et mobiliser à la base. Hein. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que plus les citoyens seront là pour dire et là, mais pas à n'importe quel prix, et vous n'allez pas développer ça n'importe comment, plus il y aura moyen de faire pression. Voilà. Parce que pour le moment, la majorité à Liège ne veut pas entendre parler de participer à l'action collective des communes riveraines. Alors que réellement, maintenant, même en plein centre-ville, même dans la vallée, je parle même pas des hauteurs, quand ça décolle vers l'Allemagne, on entend passer. Et on entend passer tout à fait. Bien, merci beaucoup Virginie. Je vais du coup me tourner maintenant vers Mathieu Strahl. Ah, Mathieu, voilà. Alors, j'espère que tu as pu entendre correctement tout oui, entendu. ou grande partie de ce qu'a dit Virginie. Super. Et donc, avec Anne-Sophie Bouvy, avec d'autres académiques, vous avez ensemble, tous ensemble, vous avez co-signé en juin une carte blanche qui est parue dans Le Vif, me semble-t-il, hein, oui, c'est le Vif, pour dénoncer les plans d'aide à Brussels Airlines, le manque aussi de vision, hein, de stratégie, et vous avez plaidé pour la socialisation de l'entreprise. Et voilà, donc même si votre propos portait évidemment sur le transport de passagers, qu'est-ce que vous inspire ce combat à Liège, hein, mais bon, on sait que c'est complémentaire aussi. Hein, Bruxelles prend des passagers, Charleroi aussi, et à Liège, on prend tout ce qui est marchandises. Voilà, je te laisse d'abord dire un mot. Il y a déjà beaucoup à dire, je pense. Vas-y. Oui, effectivement. Mais donc, on a travaillé sur ces questions-là avec Anne-Sophie, avec François-Xavier, avec Olivier Mallet, parce qu'on travaille sur ces enjeux sociaux et environnementaux de la mobilité en général depuis plusieurs années. Et finalement, les conséquences de l'épidémie de coronavirus et les prises de décision qui ont été faites en matière de mobilité dans le contexte où on était ont amené à, disons, transformer très fortement et très rapidement le modèle du transport aérien. Donc, très rapidement, c'est un secteur qui a été mis à l'arrêt, en particulier, comme tu l'as dit, pour le transport de passagers. Et dans un contexte où on avait déjà pas mal d'entreprises qui étaient très fragiles, et notamment Brussels Airlines. Mais même au-delà de ces entreprises qui avaient déjà un passif, on pourra y revenir si tu veux de parler de Brussels Airlines en particulier, mais
même si on reste globalement sur le secteur, ben, on est passé d'une logique où on était dans le transport aérien dans une croissance continue, que ce soit pour les marchandises ou les passagers, à une rupture extrêmement brutale de tendance et avec des perspectives de reprise très incertaines. Pour l'instant, les dernières estimations, c'est une reprise du trafic passager dans l'ordre de grandeur, c'est 6-7 ans. Et derrière, les enjeux se posent aussi du coup dans l'industrie de fabrication de biens, de transport aérien, etc. Bref, très rapidement, ces entreprises se sont tournées vers les États pour obtenir des plans d'aide. Et la formule qui a été suivie par les pays européens, mais en général par les pays occidentaux, c'est de reproduire ce qu'on avait fait pendant la crise bancaire en 2008, c'est fournir des aides publiques, que ce soit sous forme de prêts relais ou de subsides directs, avec très peu de conditions liées. Donc, que ce soit des conditions sociales ou environnementales, il y en a eu très peu, ou des conditions qui sont vraiment de l'ordre du cosmétique. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un manque de stratégie, cette absence de conditions, c'est vraiment l'idée que, comme pour le secteur bancaire, il faut faire repartir le secteur au plus vite et retrouver au plus vite le modèle tel qu'il était avant, c'est-à-dire un modèle qui fonctionne prétendument, en tout cas selon le discours dominant, un modèle qui fonctionne avec une concurrence libre et non faussée. Et donc, aussi vite que possible, il faut que l'intervention des États disparaisse. On aide le secteur le temps de passer la crise et on espère qu'il reparte le plus vite possible. Et donc, face à ça, d'abord, on peut dénoncer ce fait parce que c'est une reproduction de ce qui s'est passé effectivement pendant la crise de 2008 et on en connaît les conséquences. Ça veut dire que le public éponge les dettes et dès qu'on retrouvera les bénéfices, ils retourneront au privé. Tout ça dans un secteur où effectivement pas mal de compagnies aériennes ont fait énormément de bénéfices. Donc le groupe Lufthansa, dans lequel les Brussels Airlines, au cours des 5 années qui précédaient la crise, avait fait de l'ordre de 10 milliards de bénéfices. Et c'est à peu près le volume d'aide qu'ils ont obtenu pendant cette crise. Mais ce qu'on voulait aussi dire par cette carte blanche, c'est que le modèle où on se dirait « Ok, c'est un secteur extrêmement polluant, c'est un secteur qui a fait énormément de bénéfices, avec des conditions de travail qui sont problématiques, et on pourra revenir sur la question du low cost, etc. » Ce secteur, il n'y a pas de raison d'y mettre un euro public. Laissons faire, et tant pis s'il se casse la gueule. Et ce qu'on voulait expliquer dans notre texte, c'est que cette alternative-là n'en est pas une, parce que laisser faire le marché, et donc dire des compagnies comme Brussels Airlines qui sont en difficulté, mais en fait probablement beaucoup d'autres, n'ont qu'à éponger elles-mêmes leurs dettes et si elles disparaissent, tant mieux pour l'environnement. C'est un raisonnement qui est problématique aussi parce que, et pour vous donner une idée, c'est un raisonnement qui est défendu notamment par Ryanair. Pourquoi ? Parce que la logique de laisser faire le marché, elle ne va pas faire disparaître le transport aérien. Si y a des gens qui veulent voyager depuis Bruxelles vers d'autres destinations en avion, peut-être pas dans les mois qui viennent, mais dans les années qui suivent, et que Brussels Airlines a disparu, ces gens, ils vont pas se tourner naturellement vers d'autres modes de transport, ils vont juste être transportés par d'autres compagnies. Et donc, le modèle laisser faire le marché, c'est en fait privilégier la survie des compagnies les plus solides, et la compagnie les plus solide pour l'instant, financièrement, c'est des compagnies comme Ryanair. Et donc, face à cette espèce d'absence d'alternative, soit on met de l'argent public sans condition, ça c'est l'option qui a été finalement choisie par la majorité des États, soit on ne fait rien et on laisse survivre les plus solides et en fait on laisse la voie probablement aux compagnies low cost pour une bonne partie du transport intérieur européen. On a dit que le moment était un moment clé pour reprendre le contrôle de ce secteur par les pouvoirs publics, par le biais de nationalisation ou de prise de contrôle, on peut discuter des formes, non pas pour essayer de reconstituer ce qu'il était avant la crise, mais justement pour le transformer. Parce que si on veut faire autre chose du transport aérien, si on veut faire autre chose du transport international européen, il faut un contrôle public. Il faut un contrôle public pour organiser la formation des travailleurs qui étaient dans le transport aérien et leur transfert éventuellement vers un pôle de transport international ferroviaire. Il faut un contrôle public pour limiter drastiquement les autorisations de vol en Europe. Et ça se fera pas dans le marché, ni en donnant de l'argent, ni en ne donnant pas d'argent. C'est en reprenant le contrôle du marché. Et c'est vraiment ce modèle-là qu'on entendait défendre.
D'accord, merci beaucoup. Le train peut-il constituer, du coup, cette solution alternative au transport aérien? Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce qu'on est là en train de dire, bon, vous êtes sympa avec le rail, mais en fait, vous nous bercez de douces illusions ou non, au contraire, le rail, c'est sérieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ben, c'est clairement effectivement un des enjeux clés. Est-ce que le rail peut être une alternative? Nous, on pense que dans les conditions actuelles de dérégulation du transport international européen, non. Non pour plusieurs raisons, notamment parce que indirectement le transport aérien est subsidié par le biais de la non-taxation du kérosène, mais aussi par des dispositifs dont Ryanair bénéficie à peu près dans tous les aéroports où ils atterrissent et décollent, de en fait très faible taxe d'aéroport, en fait, prise en charge par les pouvoirs publics des frais de traitement des passagers, de sécurité, etc. Avantage dont ne bénéficie pas le transport ferroviaire. Et donc, si on espère que dans un modèle de soi-disant concurrence libre, le transport ferroviaire se redévelopper, oui, peut-être marginalement, on pourra se réjouir de la relance d'un train de nuit entre Vienne et Bruxelles, mais au-delà de quelques lignes anecdotiques, globalement, le modèle ne fonctionnera pas. Pour vous donner une idée, chaque passager qui décolle ou atterrit avec Ryanair coûte 25 € à la région Wallonne en non prise en charge des frais par Ryanair, des coûts réels de ce passager. Et 25 €, c'est gigantesque sur une liaison européenne. Ça veut dire que directement, n'importe quel concurrent, qu'il soit aérien ou ferroviaire, part avec 25 € de pénalité. Le modèle social même du transport aérien d'engager du personnel hors de son pays réel d'emploi, et donc le fait que Ryanair emploie des travailleurs avec des législations irlandaises ou des pays de l'Est ou de Malte maintenant, tout ça, c'est des modèles que le transport ferroviaire ne peut pas, et de toute façon, on ne souhaiterait pas qu'il le fasse, mais donc qui rendent dans le modèle actuel le transport ferroviaire non concurrent. Pour autant, il y a clairement une prise en compte dans la population, un engouement pour les alternatives au transport aérien, en tout cas dans certaines classes sociales, sur lesquelles il serait intéressant de capitaliser. Mais ce ne sera pas suffisant pour changer de modèle. Ça ne peut fonctionner que dans un cadre où, par exemple, on interdit les vols aériens sur les liaisons où il existe des alternatives ferroviaires. Et c'est loin d'être marginal d'un point de vue environnemental. On estime que la moitié des émissions de CO2 du transport aérien sont le fait de vols intra-européens et un tiers de vols de moins de 1500 km. Donc oui, il y a un potentiel, mais ce potentiel n'est pas réalisable dans les conditions du marché actuel. D'accord. Alors, je vais te poser une dernière question. Après, je reviendrai vers toi pour encore une question. Mais donc, la dernière avant qu'on passe aussi pour entendre Alexandre Lemonnier et Philippe Goff. Est-ce que c'est possible rapidement de mener cette politique alternative dans le cadre européen, puisque le traité de libéralisation du chemin de fer, dis-moi rapidement, quelle est ton opinion là-dessus? Alors, dans le cadre européen, ça va être très compliqué parce que, comme tu le dis, comme on est dans une logique de libéralisation du transport international, a priori, les États n'ont pas le droit de subsidier, au-delà d'initiatives pilotes, le transport international. Et cette libéralisation du transport ferroviaire a plutôt mené à des logiques de renforcement des nationalismes avec des différents mécanismes indirects de protection du genre des coûts très élevés pour utiliser le réseau d'un pays voisin, des normes techniques qui font que cette libéralisation qui a été vendue comme un moyen de relancer le transport international de marchandises et de passagers a plutôt induit l'inverse. Les seuls trains internationaux qui restent, c'est les TGV parce qu'ils sont en fait dans un modèle comparable au transport aérien. Ils se concentrent sur quelques liaisons interurbaines extrêmement rentables, mais le reste du transport aérien international, et les trains de nuit en sont un bon exemple, a à peu près disparu. Alors, il faudrait voir des modèles comme celui de la compagnie autrichienne Nightjet qui relance des trains de nuit, mais ça reste un petit phénomène par rapport à l'ampleur de la disparition des liaisons. Donc,
non, je ne crois pas, et nous ne croyons pas que dans le contexte de marché libéralisé, il puisse se développer des alternatives d'ampleur au modèle actuel. On me signale que tu as encore 2 minutes de temps de parole, alors je peux te poser une question concernant le transport de marchandises maintenant, puisque Ouais. que peux-tu nous dire là-dessus? Mais là, par ailleurs, c'est rigolo parce que au niveau, donc je travaille en géographie à l'ULB et on a été amené à travailler sur cette question de la logistique en Wallonie. Et c'est assez intéressant, c'est tout à fait dans ce que Virginie expliquait juste avant. La logistique, c'est vu par les autorités européennes et par les autorités wallonnes comme un secteur créateur d'emplois. L'idée, c'est les activités productives, elles ont eu tendance à se délocaliser pour des raisons de coûts de main-d'œuvre, d'internationalisation des chaînes de production. Mais la consommation, elle devrait rester en Europe. Et donc, puisqu'on consomme, on a besoin de déplacer des marchandises. Et comme on a besoin de déplacer des marchandises, on aura besoin d'activités logistiques. Et donc, et l'Union européenne et la Wallonie ont fait de la logistique un des secteurs de développement fort. Et derrière, c'est au-delà de ces visions symboliques, il y a aussi eu énormément de moyens. Et donc, je pense que c'était dit dans la présentation du débat, mais rien qu'à Liège, il y a plus d'1 milliard d'argent public qui a été investi en rénovation des pistes, allongement des pistes, construction de halls, démolition, rachat de maisons autour de l'aéroport, subsides à l'aéroport. Pour donner une idée, 1 milliard, c'est ce qui avait été estimé comme nécessaire pour nationaliser l'ensemble du secteur sidérurgique wallon. Et ça, c'était vu comme le début du communisme et donc impossible. Mais par contre, investir la même somme pour développer un pôle logistique à Liège, ça n'a pas posé de problème. Et donc, ça donne une idée du poids idéologique qu'il y a derrière ce développement. Et effectivement, c'est assez compliqué de développer un contre-discours face à ça. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Eh bien, je me tourne vers toi, Alexandre. Donc, on a vu fleurir ces derniers temps plusieurs initiatives pour contourner les géants de l'e-commerce sur le mode d'Amazon plutôt que d'acheter chez Amazon. Alexandre Lemonnier, vous êtes donc, tu es fondateur du coup de la maison d'édition Zone Sensible et tu as trouvé un moyen ingénieux pour empêcher la vente de tes livres sur des livres que votre maison d'édition propose sur Amazon. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche? Alors, Amazon est devenu pour la plupart des éditeurs le premier, entre guillemets, libraire. C'est-à-dire que la plateforme, parce que les gens commandent en ligne, est devenue le principal vendeur. Amazon n'est pas une librairie, mais c'est le principal vendeur de la majorité, de très grande majorité des éditeurs. Et ça peut représenter, les ventes représentent de 10, 15, 20, voire 30% des ventes globales des éditeurs. C'est un phénomène assez curieux parce que c'est un nouvel espace de vente qui est venu avec l'internet, avec les réseaux, mais qui a surgi de manière assez violente, je pense, pour tout le monde. Et tout le monde se trouve dans cet état de fait qu'en effet, Amazon est devenu incontournable. Personnellement, j'ai décidé de quitter Amazon à la fois pour des raisons personnelles et relativement politiques, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit auparavant et qui était très très intéressant, sur les conditions sociales des travailleurs, sur le fait qu'en effet tous ces entrepôts sont subventionnés par de l'argent public pour qu'à la fin un quart des salariés en fait dépendent de droits de pays européens, mais sont extrêmement mal payés, vivent dans des hôtels. Et surtout, ce qui est assez fascinant et ce qui est le grand échec, je pense, du capitalisme, c'est qu'en fait, Amazon ne gagne rien avec la vente des livres. Amazon ne gagne rien avec la vente d'un CD ou d'un DVD ou d'un livre. Tout simplement parce que du fait qu'ils ne répercutent pas les frais de transport qu'ils ont optimisés eux-mêmes sur l'achat, sur le lecteur, sur le client, fait qu'en fait leur coût de transport, qui est quand même assez élevé, mange un peu la marge, en fait, pour le dire simplement, qu'ils font sur la vente. Donc Amazon ne gagne rien. Donc on est dans un système où le premier, entre guillemets, libraire, en tout cas de France et peut-être de Belgique, est une énorme société qui exploite ses employés et qui ne gagne rien avec l'activité qui est la mienne, c'est-à-dire vendre des livres. Donc voilà,
tout le monde sait ce qu'est Amazon, et ça a été déjà dit. Le fait est que l'industrie du livre, dans mon cas, puisque je suis éditeur, l'industrie du livre dépend évidemment de l'infrastructure, des transports, ce qui a toujours été le cas depuis que les éditeurs existent, hein, depuis le XIVe siècle. Donc voilà, on est confronté à ces problèmes de transport. Mais moi, j'estime à un moment que pour des raisons personnelles, politiques, je ne veux pas qu'un livre que j'ai passé 1 an ou 2 à travailler sur un livre de manière assez éthique, je ne veux pas qu'à la fin, il soit manipulé par un employé qui, le soir, soit obligé d'aller, en gros, à la banque alimentaire pour manger. C'est quelque chose qui me paraît, on arrive dans l'extrême quand même l'extrême du capitalisme, pour qui les gens n'ont plus, pour qui les personnes n'ont plus aucune importance. Le petit subterfuge que je n'ai pas trouvé, parce que c'est un confrère éditeur bruxellois qui s'appelle Vie Parallèle qui a trouvé l'astuce. Le fait est que dans les entrepôts d'Amazon, tout est géré par des scanners, des robots, un peu aidés par des humains. Et à partir du moment où le code barre, qui est vraiment l'identification du produit, le code barre, c'est vraiment l'espace graphique qui fait qu'un livre est un produit comme un autre, comme une boîte de conserve, comme n'importe quoi. En enlevant ce code barre de l'extérieur du livre, les robots d'Amazon et les scanners ne peuvent plus le traiter, parce que tout est automatisé par rapport aux quais de déchargement, par rapport à toute l'infrastructure. Et donc, à partir de ce moment-là, Amazon ne peut plus commercialiser l'objet. Ça peut être un livre ou ça peut être autre chose. Et donc, dans ce cas-là, Amazon dit, on vous propose dans ce cas-là de remettre un code barre personnalisé, un autocollant sur le livre, etc. Et il suffit de répondre qu'on n'est pas d'accord, parce que ça va quand même changer l'intégrité de l'objet. Et à partir de ce moment-là, Amazon répond qu'ils ne peuvent pas commercialiser leurs livres, ce qui est une manière finalement de disparaître de la plateforme. Voilà. Merci bien merci beaucoup pour donc cette astuce venant de maison d'édition Vie Parallèle. Je sais que Zone Sensible, dès ses débuts, a décidé d'adopter un fonctionnement, on va dire, déontologique, d'avoir aucun prêt ni découvert bancaire, d'avoir tous des fournisseurs belges. Donc de soutenir de cette manière-là l'industrie locale, de pas forcément, il me semble qu'il y a beaucoup de maisons d'édition peut-être impriment dans les pays d'Europe de l'Est où les salaires sont plus bas. C'est du coup pas votre démarche. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce fonctionnement, en quoi il consiste, comment, pourquoi Ok. Alors, moi j'ai commencé l'édition il y a déjà 23 ans, et donc j'ai eu plusieurs expériences éditoriales. J'ai créé ma propre maison dans les années 2000 à Paris, puis j'ai eu des collections chez d'autres éditeurs. Et avant de recréer Zone Sensible, j'ai passé 1 an pour réfléchir à finalement c'est quoi une maison, comment on l'a fait, comment on travaille avec, comment on arrive à faire des circuits courts au niveau de l'imprimerie, comment on peut avoir des circuits courts au niveau de la distribution. Et bon, j'ai décidé, en effet, je ne me sens pas plus vertueux spécialement que d'autres, mais en tout cas, j'ai essayé de réfléchir au fait de faire les choses proprement, pour le dire assez simplement. Proprement, ça veut dire de pas, en effet, d'avoir le moins de relations possible avec les banques, ce qui est toujours agréable, et d'avoir une forme de gestion, parce que c'est quand même une maison d'édition, c'est un commerce aussi. Les livres sont des choses qui se vendent avant via Amazon, mais bientôt plus. D'essayer d'imaginer une sorte d'éthique ou une sorte d'écologie de la production du livre lui-même. Et donc, ça vaut notamment pour la fabrication, où tous les livres sont imprimés ici en Belgique. Et ce qui est aussi une contrainte assez intéressante, finalement, à partir du moment où on décide de travailler uniquement avec des
avec des fournisseurs locaux, on s'adapte à ce qu'ils peuvent proposer. Donc, ça permet aussi d'imaginer des choses intéressantes. Et donc, c'est surtout, voilà, en ayant à peu près réussi, puisque la maison, voilà, continue à exister, en ayant réussi à produire ces livres avec ce fonctionnement-là, il m'a paru assez aberrant au final de vendre des livres sur Amazon. Enfin, ça n'avait pas de sens par rapport au projet original et cette sorte d'éthique qu'on avait essayé de mettre en place. Donc la décision de quitter Amazon, du coup, a été relativement facile. On verra après comment les lecteurs réagissent et comment. Mais c'est une année un peu compliquée. Et en même temps, c'était le bon moment. Je pense que, voilà, compte tenu de toutes les discussions qu'il y a eu justement en tout cas en France, pendant le premier confinement, où les librairies ont dû fermer, mais Amazon est resté ouvert quelques jours avant une décision de justice, qui n'est pas une décision de l'État d'ailleurs, ce qui est un sujet intéressant, finissent par fermer. Je pense sincèrement qu'il est possible, à un petit niveau, qui est le mien, au petit niveau qui est le mien, de pouvoir faire en sorte que ces ventes qui sont très importantes sur Amazon puissent se reporter auprès de vraies librairies, qui sont en fait pour la plupart des ventes que nous faisons en tant qu'éditeurs, 80% viennent de librairies qui sont physiques, qui sont des gens, un écosystème qui est extrêmement différent d'Amazon. Donc moi je pense qu'on peut se passer d'Amazon, avec un bémol, parce que j'ai beaucoup discuté avec des confrères qui m'ont parfois appelé du fait un peu du bruit qu'a fait cette tribune sur le fait que Zone Sensible quittait Amazon. Il est évidemment plus simple pour des maisons petites de quitter Amazon que pour des maisons qui ont 50 salariés et dont Amazon représente 25% maintenant du chiffre d'affaires. C'est évident que ces gens-là ne vont pas quitter la plateforme du jour au lendemain. Mais ce qui, du coup, a suscité des discussions intéressantes sur le fait de, c'est quoi la taille d'une maison d'édition? Finalement, est-ce que ça vaut le coup de grandir? Est-ce que les marges de manœuvre sont pas plus grandes quand on est plus petit plutôt que grand? Donc, ça a aussi fait discuter, sur les imprimeurs, sur le fait de ne pas imprimer dans les pays de l'Est, sur le fait d'avoir une sorte d'écologie, on va dire la moins pire possible, en fonction de là où on est et de ce qu'on veut faire. Oui, et surtout que je disais surtout que la Belgique a quand même eu un maillage industriel important en termes aussi d'industrie d'imprimerie. Hein, donc, il y a une bonne partie qui a été délocalisée. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. On me fait signe je peux du coup maintenant passer à notre quatrième et dernier intervenant, et ensuite on reviendra vers tout le monde, certainement on aura encore du temps. Mais Philippe, du coup, je vais m'adresser à toi. Donc, bien sûr, il y a aussi ce que le confort, ce que le capitalisme nous propose comme confort ou comme facilité, et donc on doit reconnaître que avec les services que propose Amazon et une série d'autres services ou entreprises comme celle-là, c'est une très grande facilité, c'est un confort indéniable, on clique, on paye et on est livré. Et donc, si le lecteur n'a pas de librairie de proximité, et s'il ne veut pas prendre le risque de se déplacer si le livre n'est pas en stock, une plateforme comme librel.be propose une solution. Est-ce que Philippe, tu peux nous expliquer comment fonctionne ce service? Oui, bien sûr. La plateforme Librel existe en fait depuis 2014, fin 2014. À l'époque, on a regroupé une trentaine de librairies indépendantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et on s'est consacré uniquement aux livres numériques. Donc, on vendait ce qu'on appelle des e-books. On était une trentaine. Tout le monde n'était pas très convaincu de devoir vendre du livre numérique. Moi, mon optique, quand on a lancé cela, c'était que le livre numérique arrive sur le marché. Il n'y a pas de raison de laisser le marché uniquement aux autres. Donc, mettons le pied dans la porte, si je puis dire.
Et donc, on a développé cette plateforme. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte, et c'est évident, qu'il fallait passer au livre papier. C'est évidemment assez compliqué aussi, le livre papier, parce que fédérer des libraires, c'est déjà difficile. Les libraires sont des gens qui sont des libraires indépendants, donc ils ont chacun la volonté de garder cette indépendance. Il faut les fédérer, il faut faire de la médiation avec eux, c'est une première chose. Mais deuxièmement, si le livre numérique est facile à gérer, parce que les livres numériques sont entreposés dans des entrepôts des éditeurs, des grands éditeurs, les livres physiques, ils sont entreposés chez les libraires. Donc, il faut faire remonter les stocks sur une plateforme commune, ce à quoi nous avons travaillé. Ça a été un certain temps. On travaille avec un opérateur français, je ne le cache pas, qui est la société Tite-Livre Pagine, qui a déjà créé des sites équivalents en France. Et donc, on est arrivé aujourd'hui à fédérer 53 ou 54 libraires, parce qu'il y en a encore 5 qui sont rentrés dans la plateforme depuis ce matin. Donc, on doit être à 54, je crois. Et c'est un très beau succès. Alors, le principe de Librel, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire que vous cherchez un livre, vous le cherchez sur la plateforme, vous le géolocalisez, donc vous habitez Liège, oui, Bruxelles, Namur, que sais-je, et vous voyez les librairies les plus proches de chez vous. Et ces librairies s'affichent si le livre est en stock ou si le livre n'est pas en stock. Donc, vous pouvez le commander soit à la librairie la plus proche qu'il a en stock, soit, si vous préférez un libraire même qui ne l'a pas en stock, vous pouvez le commander chez lui et il fera la commande chez l'éditeur pour vous le fournir. Ça, c'est le premier principe. Donc, on géolocalise le livre en fonction de la librairie et de l'internaute, bien entendu. Alors, dans un premier temps, nous n'expédions pas le livre au lecteur. Nous avons fait le choix, dans un premier temps, je dis bien qu'on arrivera probablement à la vente en ligne plus tard pour le livre papier. Nous faisons déjà la vente en ligne pour le livre numérique, bien sûr, mais pas pour le papier. C'est le lecteur qui va le chercher chez son libraire. Nous avons toujours privilégié cette notion de proximité entre le libraire et le consommateur, le lecteur. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc, c'est essayer de maintenir ce lien pour précisément favoriser et permettre à des commerces de proximité de vivre. Alors vous allez me dire, bon, il y a des libraires, des lecteurs évidemment qui sont éloignés des librairies, ou dans des petites villes ou des villages où il n'y a pas de librairie. Donc nous arriverons dans un deuxième temps probablement à faire de la vente en ligne, mais nous le faisons, en tout cas ceux qui ont imaginé le projet, nous le faisons de manière, je dirais, très lente et très circonspecte. Nous ne voulons pas, si vous voulez, perdre ce contact avec le client. Donc, on arrivera probablement dans les mois qui viennent à faire du paiement en ligne, tout en admettant que c'est quelque chose d'extrêmement difficile aussi, de faire un paiement en ligne unique pour 54 ou 55 libraires, et donc d'obtenir l'accord de tout le monde. Parce qu'à partir du moment où on construit une interface de paiement commune pour tout le monde, il faut que tout le monde accepte de jouer les jeux, c'est-à-dire d'envoyer les livres par la poste. Et c'est un tout autre métier. L'expérience des confinements, et notamment en France, le premier confinement en Belgique, et le deuxième confinement en France avec les librairies fermées est tout à fait édifiant. Moi, j'ai beaucoup d'amis libraires en France qui ont fait du click and collect. Je crois qu'ils ont inventé un autre mot d'ailleurs pour remplacer le terme anglais, mais qui font du click and collect. Ils sont épuisés. Ce n'est pas le métier du libraire. Ça prend énormément de temps. Il faut faire des colis, il faut faire des factures, il faut mettre de la ficelle, du papier collant, que sais-je, aller à la poste ou trouver un accord avec la poste. Donc les libraires ont très bien fonctionné. Ils sont tous très contents, ceux qui ont fait ça, sauf qu'ils sont épuisés. Alors, ils voient avec bonheur, évidemment, la réouverture possible des librairies dès après-demain en France, parce que ça les dégagera en tout cas de cela. Donc, je répète que le paiement en ligne viendra, il faudra mettre tout le monde d'accord, mais ce n'est pas le but premier. Deuxième chose que je voudrais dire, maintenant que j'ai expliqué, j'espère avoir été clair sur le fonctionnement de la plateforme, je voudrais dire, moi je n'aime pas dire que nous faisons du contre-Amazon. Pas du tout. En fait, si vous voulez, Amazon occupe les esprits, occupe le terrain, ça c'est vrai. Nous, libraires, qui sommes tous des artisans, si je puis dire, des petites structures, des petites entreprises, nous n'avons évidemment pas les moyens de lutter contre Amazon. Donc, je crois que pour nous, la meilleure manière
de réagir, c'est de faire notre métier. Nous sommes libraires, ce que Amazon n'est pas, évidemment. Donc, le libraire, c'est un choix personnalisé. En général, quand vous allez dans deux librairies différentes, vous ne voyez pas nécessairement les mêmes livres. Oui, vous voyez Blockbuster sur les livres à la mode. Mais pour le reste, c'est un choix personnel. La librairie est le miroir du libraire, comme la librairie est le miroir de la société. Alors, plus vous êtes impliqué socialement dans la société, plus, je dirais, votre librairie est intéressante. Et c'est ce métier-là que nous voulons promouvoir, et de manière collective. Moi, ça fait 45 ans que je travaille dans le domaine de la librairie, donc j'ai commencé à la fin des années 70, j'ai donc une certaine expérience en la matière, et je crois que le plus important pour nous, c'est de défendre notre métier de manière collective. Seul, on ne peut rien faire. Voilà ce que je peux dire en gros. Merci beaucoup. Donc, Philippe, allez, en France, les services postaux, en Belgique, je veux dire, les services postaux ne proposent pas de tarifs livres et brochures, contrairement à la France. En quoi cela consiste-t-il exactement et est-ce que c'est l'une de vos revendications en Belgique? Oui, le secteur, bien sûr, mais ça fait très longtemps que le secteur demande un tarif préférentiel pour l'envoi des livres. Ça existait dans le temps, quand même. Ça existait, mais ça a disparu il y a 25 ans, je ne sais plus très bien. Ça existait, et bien sûr, nous plaidons pour cela. Alors, la France vient je dirais, de mettre au point un système. Je ne sais pas exactement les détails du système français. Ce que je peux vous dire de toute façon, c'est qu'Amazon, en France, facture le port à 1 centime. Alors, il n'y a personne qui peut concurrencer le 1 centime d'Amazon. Voilà, même en mettant des frais réels. En Belgique, nous avons, vous savez, depuis fin 2017 et 2018 pour la région bruxelloise, un décret sur le prix unique du livre, donc très équivalent à la loi Lang sur le prix unique en France, qui a été voté en 1981. Nous, on a mis 40 ans pour le faire, un peu pour l'avoir. Ce décret stipule que le port ne peut pas, à l'envoi d'un livre, ne peut pas être gratuit. C'est le coût réel qui doit être facturé au client. Ce qui évidemment rend les choses parfois très difficiles, parce qu'il y a des libraires qui ne respectent pas nécessairement. Il y a quelques gros libraires qui pratiquent également 1 centime, si vous voulez, en disant, ben voilà, nous sommes sur le même pied qu'Amazon, on le fait comme ça. Alors, je crois que, si vous voulez, si le législateur, en tout cas, a indiqué ces règles-là, qu'elles n'est pas totalement respectée, qui va courir après les gens? Je crois qu'il est nécessaire, quand même, de baisser ce tarif-là. Une des choses aussi un des arguments pour défendre cela, c'est justement la défense des petits éditeurs. Lorsque vous êtes un petit éditeur, hein, je dis pas ça de manière péjorative, n'est-ce pas? Un éditeur de petite dimension, vous n'avez pas nécessairement un distributeur. Vous savez que l'édition aujourd'hui est terriblement industrielle. Alexandre a évoqué la chose. Elle est extrêmement industrielle. C'est un des gros problèmes d'ailleurs du métier. C'est qu'on est devenu, nous libraires, un peu les petits soldats du capitalisme. Hein, il faut bien s'en rendre compte. Si on veut réagir, c'est pas évident. Alors, les petits éditeurs n'ont pas les moyens nécessairement de passer chez les distributeurs qui ont une structure importante industrielle, parce que leur débit n'est pas suffisant. Et donc, le libraire est obligé de commander ses livres chez le petit éditeur qui expédie les livres pour satisfaire ses clients par la poste à des coûts qui sont prohibitifs. Donc, vous commandez un livre de 20 € chez un petit éditeur qui se trouve au fond de la Wallonie, il vous le fait 30% de remise et la marge est tout de suite bouffée par les frais de port. Donc là, c'est aussi très intéressant. Ce n'est pas que pour le consommateur qu'il faut baisser, il faut favoriser, enfin, instaurer un coût préférentiel pour le port. C'est aussi pour les petits éditeurs et donc, je dirais, pour la biodiversité. Un libraire, s'il voit sa marge mangée entièrement par le port, ben, il n'aura pas évidemment tendance à commander ces livres-là. Je crois qu'il y a ce double chose-là il faut pas oublier. Il y a le lecteur, mais il y a l'éditeur. Donc, nous sommes favorables, bien sûr. Hein. Oui, merci, c'était très clair. Je vais poser une question à Alexandre et à toi aussi, Philippe. C'est une question qui, je pense, demandera une réponse plutôt rapide. Je surveille en même temps le temps. Et donc, la situation actuelle, elle a suscité parmi la population de nombreuses questions.
enfin, est-ce que c'était parmi la population ou parmi un cercle restreint de militants? Vous allez peut-être donner une partie de la réponse. Mais donc, on a beaucoup parlé, ce sera le monde d'après, durant le premier confinement, on en parlait moins maintenant. Ce sera le monde d'après, on va tout changer. Donc, ça a évidemment posé donc de nombreuses questions sur la pandémie, mais donc vraiment globalement aussi sur les problèmes que le monde traverse. Est-ce que vous ressentez ce besoin de réponse et d'érudition au niveau quantitatif à travers le chiffre de vente et qualitatif sur les sujets et contenus des ouvrages vendus? Alexandre, peut-être que tu veux répondre en premier. Oui, alors ça a été assez intéressant. Alors évidemment le confinement, le confinement a engendré 0 vente, ce qui donne des graphiques assez exceptionnels, voilà, complètement plats. Par contre, en effet, alors c'est ce que moi je constate à mon petit niveau et ce que d'autres confrères ont aussi constaté, et ce que surtout les libraires nous ont dit, c'est qu'en effet, au moment du déconfinement, en tout cas en France, qui est voilà pour nous de toute façon le plus gros marché pour nos ventes, beaucoup de gens se sont en effet rués un peu sur les sciences humaines et sur des textes qui visiblement pouvaient éventuellement leur permettre de saisir un peu plus le monde tel qu'il est et ce qui nous arrivait à ce moment-là. Et ça a été assez surprenant. Et ça continue depuis le mois de mai, depuis mai-juin. Il y a en effet des livres qu'on vendait un peu moins, un peu pointus, mais qui ont fini par qui sont un peu ressortis du bois, sans doute parce que je sais pas, tout le monde a une manière différente de gérer ce qui nous arrive. Et après évidemment, on ne parle pas de milliers d'exemplaires vendus du jour au lendemain en plus, hein, on reste sur des mais en tout cas, il faudrait faire un état des lieux sur tous les livres de sciences humaines, enfin tous les livres qui essaient de proposer qui réfléchissent à l'anthropologie ou à l'histoire il faudrait comparer, il faudrait faire un relevé un peu des ventes générales avec les confrères éditeurs, mais globalement, les échos de libraires ont été plutôt dans ce sens-là. Donc c'est plutôt positif. D'accord. Et Philippe, tu dirais la même chose? Oui, enfin, c'est exact. Il y a vraiment un retour, en tout cas un intérêt peut-être plus grand pour les sciences humaines. Je pense que ça a amené les gens à réfléchir sur ce qui nous arrive. Hein. Donc, c'est vraiment... On vit une époque assez intéressante à ce niveau-là. Si vous voulez, elle est terrible, elle est sombre, tout ce qu'on veut, mais en même temps, on peut en tirer des choses. Mais c'est concomitant à un autre phénomène, c'est qu'il y a un retour énorme de la clientèle du lecteur vers la librairie. Après le premier confinement, donc je pense que c'était vers le 11 mai, quelque chose comme ça, il y a eu une ruée vers la librairie qui est tout à fait étonnante. Et donc pas que pour les livres de sciences humaines, bien entendu, pour l'entièreté du marché. Et donc le chiffre d'affaires des libraires, la librairie n'est pas le secteur qui a le plus souffert de la crise, hein, parce que la librairie, elle bénéficie de plusieurs choses, et notamment de la faculté de retour. Donc il n'y a pas de gros préjudice sur les stocks. Ceux qui souffrent, ce sont les éditeurs en amont. Parce qu'un livre non vendu, si vous voulez, et qu'on retourne chez l'éditeur, ben c'est une perte sèche pour l'éditeur. Donc, c'est le bas de la chaîne. Hein. Mon raisonnement est toujours, si vous voulez, inverse à celui de Macron, qui parlait de ruissellement par le bas. Moi, je parle de ruissellement par le haut, pardon. Moi, je parle de ruissellement par le bas. C'est par le bas de la chaîne du livre, c'est-à-dire par le lecteur et puis le libraire, que l'argent remonte vers le haut. Alors, si vous coupez, évidemment, la vente du livre, et si les libraires retournent les livres chez l'éditeur, il est évident que vous coupez cette chaîne-là. Donc, on avait demandé aux libraires de ne pas faire de retour massif. Je pense que la plupart ne l'ont pas fait d'ailleurs. On jouait le jeu. Mais il y a eu donc un retour très important de la clientèle, et c'est peut-être ça aussi qui fait que cette réflexion sur le phénomène Amazon. Il y a eu un phénomène qui sociologiquement, je trouvais très intéressant qui s'est passé pendant le premier confinement, tant en France qu'en Belgique. C'est le discours il y a eu
un discours a été construit sur l'importance du livre comme bien essentiel et de la librairie comme commerce essentiel. Il y aurait des choses à dire, si vous voulez, pour distinguer les deux. On n'a pas le temps ici, mais on veut bien le faire. Mais ce discours qui était socialement construit a fait en tout cas intégré par tout le monde, que la librairie est très importante, que le commerce indépendant et le commerce de proximité est important, et donc on en bénéficie maintenant. Et donc, par ricochet, bien entendu, les sciences humaines et la réflexion des libraires eux-mêmes. Et la réflexion des libraires eux-mêmes qui se disent, peut-être que dans ce monde industriel, on doit agir autrement. C'est une autre réflexion qu'on pourrait mener ailleurs parce que c'est pas le débat ici. Mais j'étais tout à l'heure en vidéoconférence avec une amie libraire à Paris et on parlait du monde d'avant et du monde d'après. Elle me dit oui, ben le monde d'après, il est comme le monde d'avant mais en pire. Alors il faut pas être trop pessimiste, mais je voudrais quand même dire que je pense que le milieu d'édition n'a pas compris grand-chose. Si vous voyez les nouveautés du groupe Hachette qui déferlent en librairie aujourd'hui, ça n'a pas diminué par rapport à ce qui se passait l'année dernière. Le marché est toujours aussi industriel. Voilà. Je peux répondre rapidement du coup, bien sûr, est-ce que disait Philippe? Oui. Non, c'est vrai. Le monde d'avant par rapport au monde d'après, c'est une vaste blague. Voilà, le nombre de sorties à la rentrée, le nombre de nouveaux romans, de tout, rien n'a changé. C'est effarant, quoi. Malgré les discours justement des grands éditeurs français, Gallimard, tout le monde a fait son discours de circonstance. Et en fait, au final, et y compris aussi, pas grand-chose n'a changé chez les petits éditeurs non plus. Et voilà. Après, c'est vrai que pour être un peu moins, je suis pas de nature spécialement optimiste, mais pour être un peu moins pessimiste que Philippe, en effet, et c'est au-delà de mes propres livres et des sciences humaines, de toutes les discussions que j'ai eues avec les libraires, et j'en ai eu pas mal depuis ces dernières semaines, certains me disaient certains ou certaines me disaient que la moitié des clients qui arrivaient sont des nouveaux clients. Il y a c'est extrêmement intéressant. Il y a quand même un petit mouvement de gens qui finalement, parce qu'ils pouvaient pas sortir des 1 kilomètre de confinement à Paris, ont redécouvert leurs commerces locaux, y compris la librairie, et pas mal de gens aussi qui se sont dit, voilà, on commandait sur Amazon, on ne veut plus le faire. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir vraiment qu'il y a énormément de nouveaux clients dans la librairie. Des gens que le libraire n'avait jamais vus et qui viennent acheter des choses pointues et tout. Et je pense qu'il faut le dire parce que c'est une des rares choses positives qui s'est passée dans ces derniers mois. C'est ce que je disais, il y a un retour vers la librairie, il y a un retour d'une certaine clientèle. Tout le monde le dit, il y a beaucoup de clients qui disent on ne veut plus aller sur Amazon, on ne va plus sur Amazon. Ouais. Voilà, c'est bien, c'est vrai. Bon, c'est toujours ça de prix, voilà. Ça, on va pas changer le monde du jour au lendemain, mais en travaillant le terrain. Moi, je pense que, voilà, moi j'ai toujours, nous en tant qu'éditeurs, on n'a que très peu de rapports avec les libraires, sauf si on va les voir. Parce qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle le diffuseur, le distributeur. Voilà. Et donc, pour beaucoup de maisons d'édition, voilà, on fait des produits et à la fin, en bout de chaîne, il y a le libraire. Voilà. Moi, ce que j'ai toujours essayé de garder un contact avec le terrain, qui sont en effet les libraires. Et Philippe le disait à demi-mot, enfin, je pense, économiquement, toute la chaîne du livre tient sur la trésorerie des libraires, enfin voilà, sur les mises en place, sur tout ça. Et ce qui est un peu malsain, je pense aussi, enfin, ce qui est un système qu'on pourrait réfléchir sur notre propre, microstructure de marché, j'allais dire, enfin, sur la manière dont on fonctionne, nous, entre éditeurs, diffuseurs, distributeurs et libraires. Mais en attendant, au final, Amazon n'a rien à faire dans toutes ces histoires. Voilà. Et je pense qu'il faut garder un peu ce contact avec le terrain. Et ce qui prend du temps, ce qui est compliqué, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est la meilleure manière pour sortir du lot, hein, Alexandre. Ouais. Ben c'est ce qu'on appelle dans le jargon du métier la surdiffusion. Et je pense que c'est très important, c'est-à-dire aller au-delà de ce que le diffuseur ou le représentant fait en librairie. Bien sûr. Dans notre domaine, bien sûr. Alors maintenant, je vais poser des questions à tout le monde et on reprendra un peu dans l'ordre sans doute. Je sais que Mathieu redémarre son modem, donc on verra en fonction de lui quelle sera sa place dans l'ordre. Mais donc voilà, donc demain, on le sait bien, hein, c'est le Black Friday, hein, donc
Et on sait aussi que Bipost accuse déjà depuis plusieurs jours de gros problèmes pour livrer les colis, au point d'avancer l'idée de demander aux consommateurs de venir enlever leurs colis au point de livraison, ou paraît-il de refuser carrément l'enlèvement de colis trop nombreux dans certains magasins. Bien sûr, le contexte sanitaire a accru le phénomène, mais vu la pression exercée sur les travailleuses et les travailleurs et l'impact environnemental, l'usage des serveurs, les livraisons, le click and collect est-il vraiment une solution pérenne? Et voilà, la question suivante que j'ai envie de vous poser, c'est quelles mesures structurelles, donc politiques, seraient nécessaires pour réduire la mainmise des grands acteurs de l'e-commerce et du transport et relocaliser notre économie. Virginie, je me tourne vers toi. Ah, vaste question. Et en plus, je voulais réagir à ce qui avait été dit par rapport au monde de l'édition parce que, bref, j'ai pas entendu parler des auteurs. Et en tant qu'autrice de fantasy, je me suis dit, mais on est où? Mais oui, la question de refavoriser le déploiement commercial, le redéploiement artisanal et tout le maillage local en termes de production se pose. Et comment favoriser ça effectivement, parce qu'en plus une chose qui n'a pas été dite, c'est que toutes ces marchandises qui arrivent par avion de très loin, avec des douanes forcément en intra-européen en sous-effectif, c'est une difficulté de contrôle et de perception de la TVA. Or, la TVA, c'est ce qui finance la sécurité sociale, c'est le financement alternatif de la sécurité sociale. Donc, voilà, j'ai pas de solution pour le moment, mais on va y réfléchir entre nous dans le mouvement. Mais j'ai pas de solution. Mais par contre, petite réaction effectivement, moi en tant que autrice de fantasy et donc autopubliée, voilà, je fais partie de ces gens qui n'ont pas d'autre choix que de vendre leur âme au diable. De toute façon, on le tirait déjà par la queue. Et c'est la seule façon pour nous, surtout dans les littératures de l'imaginaire, de se faire repérer par les maisons d'édition, et en passant, qui plus est, par le snobisme qui touche ces littératures de l'imaginaire dans la sphère culturelle francophone. Il y a moins ce problème-là dans la sphère culturelle anglophone où Tolkien a pu rester prof à Oxford et personne ne lui a reproché d'avoir écrit Le Seigneur des Anneaux. Mais donc oui, j'étais un petit peu surprise d'entendre parler de toute la chaîne du livre et de jamais entendre prononcer le mot auteur, et en me disant ok, je lis des livres et que je ne suis pas tout seul. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Merci Virginie. En fait, tu nous donnes l'occasion de organiser sans doute un autre débat une prochaine fois, ce serait une bonne idée de revenir alors plus sur le secteur du livre et d'aborder aussi avec libraires, éditeurs et les auteurs. Voilà, c'est on va noter cette idée-là. Je pense que c'est une bonne idée. Alors Mathieu, tu es avec nous, il me semble. Alors, donc voilà, quelles mesures structurelles donc pour réduire la mainmise des grands acteurs du e-commerce, de transport, hein, et aussi relocaliser notre économie. Et aussi, j'aimerais te poser une question. Est-il réellement possible de revenir sur des besoins créés par certains acteurs économiques qui font aujourd'hui partie de notre paysage? On pense aux films et séries et musique en streaming, on pense aux livraisons de repas à domicile, à Uber, à Hitch, enfin à ces services-là. Voilà, je te laisse la parole. Ben, vaste question. Alors, déjà, il y a une chose à dire dont vous avez peut-être déjà parlé. J'ai raté un quart d'heure des interventions, malheureusement, mais
Bipost, ça reste une entreprise majoritairement publique. Et donc, face aux autres acteurs de la livraison, il faut rappeler qu'il existe un acteur public qui s'occupait et qui continue à s'occuper de ça, et que donc un des combats, c'est notamment le maintien d'un emploi de qualité dans cette entreprise. Or, Bipost fonctionne de plus en plus comme le font des acteurs de la livraison privée, DHL et compagnie, qui eux-mêmes souvent appartiennent aussi en fait à des anciennes entreprises postales. Hein. Donc DHL, c'est une division de l'ancienne poste publique allemande. TNT, c'est derrière, il y a l'actionnariat de la poste publique néerlandaise. Géodis, c'est la SNCF. Donc, il faut rappeler que même derrière ces entreprises qui ont l'air des leaders du privé, il y a de l'actionnariat public, donc il y a des leviers d'action. Il y a des leviers d'action en Belgique, il y a des leviers d'action en Europe pour au moins y maintenir de l'emploi de qualité. Après, il y a la question environnementale, comment limiter l'explosion du trafic de camionnettes qui est lié à ce développement anarchique de ce secteur de la livraison à domicile. D'abord en faisant respecter les lois sociales, c'est un peu le même enjeu que dans le transport aérien. Déjà, rien qu'en faisant ça, en fait, on casserait pas mal de ces systèmes parce que quand on descend dans la chaîne de sous-traitance de ces entreprises, on arrive assez rapidement à des travailleurs qui fonctionnent comme des faux indépendants, qui se retrouvent avec leur propre camionnette à fonctionner tantôt pour DHL, tantôt pour la Poste, tantôt pour d'autres opérateurs. Simplement, en contrôlant déjà comment fonctionne ce système, on mettrait à mal une bonne partie de son modèle. Après, il y a des enjeux à très court terme qui vont se poser en Belgique, c'est les règles qui sont liées au travail de nuit. Parce que la Belgique, par rapport aux pays voisins, fait figure de trop protectionniste aux yeux de Comeos, donc le lobby de la grande distribution, aux yeux des grands opérateurs de livraison. Ce qui explique que, par exemple, en Belgique, il n'y a pas d'entrepôt Amazon, ils sont plutôt en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et en fait, il y a peu d'acteurs du commerce en ligne, à l'exception de Alibaba, et on ne connaît pas les conditions qui ont été négociées entre la région wallonne et Alibaba. Mais donc, dans l'accord de gouvernement fédéral, il y a notamment une réflexion sur cette remise en cause des règles qui, pour l'instant, protègent encore un peu mieux les travailleurs belges par rapport au travail de nuit. Et donc, ça, c'est vraiment un des éléments sur lesquels il va falloir être très attentif. Un autre élément sur ces questions-là, c'est que des livraisons à domicile bien organisées, donc pas dans le système actuel, peuvent participer à une réduction des besoins de mobilité. Pourquoi ? On peut en fait faire ça par l'absurde. Les images qu'on montre de la vie dans les années 50 au quotidien sont souvent associées à, je ne sais pas si vous voyez, des livraisons du journal, du lait à domicile, etc., du pain, etc., et de ce commerce ambulant qui a disparu au moment de la généralisation de l'automobile. Parce qu'une fois que les gens pouvaient aller en voiture au supermarché, il n'y avait plus besoin de passer chez eux, livrer le journal, le pain, le lait. Mais donc, à l'inverse, si on veut réduire les besoins de mobilité, en particulier hors des espaces urbains, là où il n'y a pas pour l'instant ou plus de commerce de proximité, là où peut-être les densités ne seraient même pas suffisantes pour le faire survivre, rétablir un service bien organisé de livraison peut participer à la réduction des besoins de mobilité. Alors, c'est pas du tout le cas des livraisons actuelles, hein. C'est pas du tout le cas du modèle Amazon et derrière DHL et tous ses concurrents, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et ça pourrait être un élément qui mobilise une entreprise publique comme la Poste, qui mobiliserait DHL s'il était régulé par son actionnaire principal, la Poste allemande, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout détruire parce qu'en fait, les livraisons à domicile et les commandes à distance, elles existaient déjà avec les catalogues Redoute, 3 Suisses, etc. Il faut en tirer les enseignements. Et simplement en faisant respecter les lois sociales, on limiterait déjà fortement le développement de ce secteur. Amazon fonctionne aussi par le dumping social, en surutilisant les intérimaires dans ses entrepôts, en persécutant systématiquement les délégations syndicales, etc. Simplement, les obliger à respecter les lois qui existent déjà, ça entraverait une bonne partie de leur développement.
Et après, effectivement, pour tout ce qui est transport à longue distance, ben, il faut que le transport aérien de marchandises ben, paye les taxes qui lui sont, qui lui sont dues, que le carburant soit taxé comme il faut, que on intègre des normes sociales dans les règles du commerce international. Par tout ça, on limiterait fortement ben, l'importation de biens produits par l'exploitation de l'homme et l'exploitation des ressources naturelles, sans pour autant nuire à la qualité de vie ici localement. Merci Mathieu. C'est intéressant ce que tu dis sur le commerce ambulant pour réduire justement une série de déplacements de gens en fait, parce que c'est non seulement je l'apprends comme solution proposée, mais ce qui est étonnant, c'est que ça n'apparaissait pas beaucoup dans le débat public. Écolo, assez étonnamment, par exemple, a dit ah mais le télétravail, bon, on veut y réfléchir de manière assez sérieuse pour réduire justement le déplacement. Et quand tu parles plutôt du commerce ambulant pour réduire une série de déplacements, ça me paraît comme une alternative plus enviable. Tu pourrais peut-être me dire un mot très rapidement là-dessus. Ben, sur le télétravail, oui, c'est vraiment une problématique sociale très importante parce que autant probablement qu'une partie des déplacements pour se rendre à 4 réunions dans sa journée et être stressé dans sa voiture, etc., serait avantageusement remplacé par des conférences en ligne, autant le télétravail généralisé a tendance à aggraver les inégalités sociales qui existaient déjà. C'est-à-dire concrètement, ben, nous on le vit avec nos étudiantes et étudiants à l'université et on en entend parler aussi avec les travailleuses et travailleurs. Si au domicile, on a une mauvaise connexion, si on n'a pas d'espace extérieur, si on n'a pas de pièce pour s'isoler, si on est déjà dans un logement trop petit, mal isolé, avec du bruit, avec toutes les nuisances qui existaient déjà avant la crise, le télétravail ne fait qu'aggraver ça. Et du coup, derrière le discours presque euphorisant sur « Ah, le télétravail, enfin, on a trouvé la solution pour réduire les besoins de mobilité », il y a une complète absence de la prise en compte de ces inégalités existantes. On a vraiment, pour caricaturer ce discours déjà caricatural, c'est le discours de la personne qui habite dans une villa 4 façades. Ah oui, effectivement, quand on est chez soi et qu'on a un espace extérieur, une pièce pour s'isoler, une bonne connexion, le télétravail, c'est très chouette. Si on peut se faire livrer par Amazon, c'est encore mieux. Mais derrière, ben, on n'a aucune vision conséquente de ce que ça veut dire en termes d'inégalité sociale et d'accès au logement, d'accès aux livraisons, de qui va livrer les repas, de qu'est-ce que ça implique comme coût supplémentaire pour les gens, etc. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais me retourner vers Philippe et Alexandre. Comme ça, vous nous dites aussi voilà ce que vous pensez. Il y a des questions là voilà, votre avis m'intéresse et nous intéresse, je pense. On va toucher tout doucement vers la fin, puisqu'on va arriver vers 21h30. Mais allez-y, Alexandre, peut-être Ok, oui, je pense que Mathieu a très bien résumé la situation dans ce qu'il a dit. Ouais, je sais pas, j'ai vu en France que là il y avait des livreurs Uber qui étaient qui s'est retrouvés au Secours populaire pour manger parce qu'ils sont trop mal payés. Donc en effet, on arrive à un point qui est quand même extrême. Et c'est cette complexe. Voilà, on vit dans un monde compliqué et ce qu'a très bien décrit Mathieu, le fait que voilà. On peut se dire que le télétravail, c'est en effet très bien pour quelqu'un comme moi. J'ai toujours travaillé chez moi ça fait 30 ans que je travaille chez moi, donc moi tout va très bien, mais pour beaucoup d'autres gens, c'est extrêmement compliqué. Après moi je suis sur le mode de livraison click and collect, je n'ai pas vraiment d'avis. Je pense que en tout cas pour dans le milieu d'édition, dans le milieu de la librairie, je pense que ça a été une sorte de pis-aller, parce que en tout cas en France, ils sont toujours en clic, moi j'appelle ça clic et rapique jusque demain. Mais
c'est clairement pas une solution. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. C'est pas une solution. Voilà, une librairie, c'est aussi un espace où on discute. Contrairement, j'ai été un peu gêné sur tout le discours sur le côté essentiel du livre, sachant que bon, il y a un Français sur deux qui lit moins d'un livre par an. Enfin voilà, c'est un peu comme le ski. Au final, tout le monde s'interroge en France sur la réouverture ou pas des pistes de ski. Ça concerne 8% des Français. Voilà. Et le livre, ça concerne vraiment pas beaucoup plus. Donc voilà, j'étais un peu gêné sur voilà, par rapport au discours sur le côté absolument essentiel du livre. Mais voilà, après, une librairie est un espace où on peut parler, où on peut discuter, où il se passe des choses, contrairement à un supermarché où on va juste acheter voilà, ce qu'il nous faut pour survivre, quoi. Donc voilà, mais je n'ai pas plus voilà, je pense que voilà, je pense que Philippe aura un point de vue plus intéressant sur cette histoire de livraison et de click and collect par rapport à la librairie. Alors justement, il y a dans le public une question pour Philippe. Alors je te lis la question et tu nous donneras ta réponse. Pour la livraison directe chez le client, ne pensez-vous pas que les utilisateurs de votre plateforme viennent justement car ils souhaitent avoir une démarche différente? Du coup, pensez-vous réellement que la livraison directe soit vraiment une plus-value? Comme vous le disiez, privilégier la librairie est important. Oui, bien sûr, enfin, c'est bien ce que je pense. C'est bien une des raisons pour lesquelles on n'est pas trop pressé à mettre l'expédition du livre en route sur la plateforme Librel. On veut garder ce rapport privilégié entre le lecteur et le libraire. Donc c'est vraiment ça. Et puis il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, mais le click and rapplique ou le click and collect, ce n'est pas le métier du libraire. Ça prend du temps, c'est autre chose que le métier qu'il est censé devoir faire tous les jours. Alors, je suis aussi d'accord avec Alexandre. Le débat sur le livre comme produit essentiel, moi, je suis très mal à l'aise par rapport à cela aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a tout un discours qui s'est créé là-dessus, qui s'est greffé là-dessus, qui a fait que la librairie s'est auto-institutionnalisée comme commerce essentiel. C'est une réflexion à mener. Donc, pour me résumer, je dirais, pour moi, le click and collect, c'est aussi un pis-aller. Ça a été bien pendant la période des confinements. Je pense que les libraires continueront à devoir le faire. Sur Librel, nous y arriverons vraisemblablement un jour, avec la réserve qu'il faut mettre tout le monde d'accord et que mettre 55 indépendants ensemble dans une pièce et que tout le monde soit d'accord, c'est déjà un vrai débat, une vraie difficulté. Donc on verra bien si on y arrive. Nous privilégions bien entendu le passage en magasin, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez effrayant, je trouve, socialement, dans le fait que chacun soit chez soi et qu'on vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Je crois que socialement, on vit chacun dans des bulles. Alors, d'accord, pendant le confinement, c'était nécessaire et ce sera peut-être encore nécessaire demain, si jamais il y a une troisième vague, mais c'est quand même pas une manière de vivre en société. Et je ne sais pas comment on va en sortir. Quand tout ça, si on en sort dans un an ou dans un an et demi, que serons-nous devenus, nous, dans nos relations sociales? Une dernière chose que je voudrais dire, pour répondre à Virginie, qui avait des inquiétudes en tant qu'autrice, quand j'ai parlé, je l'ai pété jusqu'au bout, on n'a pas le temps, mais le débat serait intéressant. Quand j'ai parlé de ruissellement par le bas, j'ai dit ça part du lecteur vers le libraire vers l'éditeur, et bien entendu, il y a l'auteur au-dessus. Je n'ai pas prononcé le mot auteur et autrice, mais je le pense bien. Et vous savez, je milite au sein du PILEN, donc qui est le partenariat interprofessionnel du livre et d'édition numérique. Je milite également, et on a quand même présenté au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un projet d'aide au secteur du livre, dans lequel les auteurs avaient une place très importante. Voilà. Tout n'a pas été accepté par le gouvernement. Enfin, voilà. On ne vous a pas oublié totalement. Virginie, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. En tout cas, ça promet de futurs chouettes débats. On pourrait vous inviter, en tout cas. Voilà, je suis rassurée, effectivement, que les auteurs soient associés à la chaîne du livre. Oui, parce que toute la chaîne du livre, on est alliés quelque part. Bien sûr. Sans auteur, il n'y a pas de livre. Hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça.
Et est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Moi, je vais dire un petit mot de la fin et peut-être je vais tendre une petite perche à Mathieu pour mon mot de la fin. Mais si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, c'est le moment. N'hésitez pas. Non, on a dit beaucoup de choses déjà. Ça va, super. Alexandre ou Virginie? Non, ma foi, c'était très bien, très intéressant. On peut vous réinviter alors pour de futurs débats. Oui, avec plaisir. Oui, bien sûr. Très bien. Super. Ben, moi, je vous dirais le mot de la fin enfin, je laisserai en partie à Mathieu qui peut-être qu'on n'oubliera pas. Il n'est pas, enfin, il a sans doute plein de choses à dire aussi sur le secteur livre, à mon avis, mais je sais que tu as travaillé aussi pas mal sur, et c'est en lien, hein, c'est parce qu'on est dans cette situation aujourd'hui, parce qu'on a aussi abandonné tout projet de construire une souveraineté démocratique, économique. Et aujourd'hui, était titré dans le journal Le Soir, l'autonomie européenne en matière de médicaments attendra. Hein, la Commission européenne a présenté sa nouvelle stratégie en matière pharmaceutique. Aucune mesure concrète visant à réduire la dépendance de l'Europe aux ingrédients actifs chinois et indiens n'a été annoncée. Ça, c'était pas un journal de la FGTB, c'est le journal Le Soir. Moi, allez, on a parlé beaucoup donc de cette domination d'Amazon et compagnie. Mais allez, c'est exactement, encore une fois, les États se couchent, le politique se couche devant Amazon et se couche devant, bah voilà, les chaînes de pharmaceutique, la production de médicaments chinoises, indiennes. Mathieu, je te laisse le mot de la fin, ce que ça t'inspire. Et je ne sais pas si tu as vu passer cet article-là aujourd'hui. Oui, je l'ai vu passer, mais oui, derrière la production de sous-produits médicaux en Inde et en Chine, en fait, il y a les chaînes occidentales. C'est aussi les entreprises pharmaceutiques européennes et américaines qui sous-traitent cette production là-bas. Et donc, de fait, essayer de limiter ça contrevient au projet européen de constitution de champions dans le domaine et ça contrevient aux intérêts de ces entreprises-là. Et donc, c'est probablement un débat qui va être très présent en général dans toute la stratégie de relance européenne, du Green Deal, etc. Parce qu'il y a quand même, y compris au sein de l'Union européenne, une frange de gens qui sont conscients des limites environnementales et énergétiques et sociales du développement actuel. Pour autant, on va en permanence se retrouver dans ces contradictions entre, disons, une vision de long terme où on se rend compte qu'on va dans le mur et des enjeux à court terme qui empêchent de radicalement changer de modèle. Et on le voit aussi, en fait, dans la logistique et le transport aérien. C'est pas par blocage idéologique qu'on a donné des milliards aux compagnies aériennes, c'est parce que c'est faute de mieux. C'est parce qu'on n'a pas d'autres modèles à court terme à proposer. Et donc, quand on n'a pas de modèle à court terme alternatif à proposer, on renforce celui qui existe et on espère que des changements interviendront. Et donc, on peut très bien, en parallèle, continuer à importer des sous-produits chinois et indiens dans la pharmacie et financer des startups dans le domaine en espérant que le marché trouvera des solutions. Et c'est là plutôt que l'Union européenne s'enferme, c'est dans cette logique de laisser le marché faire et d'espérer par des incitants l'orienter, mais sans trop le brusquer, quoi. Donc, pas de monde d'après à la Commission européenne pour l'instant. On est on reste sur notre faim alors. Malheureusement, un monde d'après difficile à tracer pour l'Union européenne, oui, pour les autorités européennes, une difficulté à sortir d'un modèle, même si il y a sans doute des tentatives sincères, et y compris dans les grands textes d'orientation, y compris dans cette volonté de réinstaller des chaînes de production pharmaceutique. En fait, ces chaînes sont tellement internationalisées qu'à court terme, c'est très compliqué de radicalement changer de modèle. En tout cas sans intervention forte. Alors on pourrait dire, oui, les respirateurs, on pourrait confier la production des respirateurs à l'entreprise à Liège Safran qui produit des pièces de réacteurs, mais bon, on ne va pas exproprier Safran de son usine. Donc dès qu'on reproduira des réacteurs, Safran, ils reproduiront des réacteurs, ils arrêteront de faire des pièces de respirateurs.
Et donc là, on arrive aux contradictions. L'Union européenne peut, en restant dans son cadre, favoriser le développement d'entreprises, mais elle se refuse à intervenir directement dans l'économie. Pour l'instant, ça reste un tabou. Elle y intervient indirectement en fournissant de l'aide quand des secteurs sont en difficulté, mais pour autant avoir une stratégie économique et industrielle, ça effectivement, ça reste pour l'instant difficile à imaginer. Ça n'empêche pas que certains États, comme l'Allemagne, investissent massivement dans la recherche, dans le développement, mais plutôt dans une logique de favoriser de nouveaux marchés. Oui, pour son industrie qu'on sait bien. Exactement. Ouais, voilà. Et on a eu une politique austéritaire qui lui a permis d'économiser énormément d'argent au cours des précédentes années et de pouvoir maintenant stratégiquement le réinvestir, mais selon son modèle économique, sans volonté de changer. Ouais, y a Philippe Goff qui voulait dire aussi un petit mot, on va le laisser, on va tout doucement, on va bien, même pas plus que tout doucement, on va clôturer. Philippe, tu as la parole. Oui, ça va être très court, mais ça va permettre peut-être de faire se rencontrer le débat sur le trafic aérien et sur le livre. Il se fait que dans mes nombreuses activités, je m'occupe également de librairies francophones à l'étranger, sur la planète. Et toutes librairies qui se trouvent sur les 5 continents et qui ont été très fort impactées, bien sûr, par la pandémie, hein, puisque c'est vraiment une pandémie. Et donc, le tarif de transport des livres vers l'Amérique latine, vers Madagascar, vers tous les pays, a extraordinairement augmenté. Le prix du kilo, si vous voulez, a parfois augmenté est passé de 2 ou 3 euros le kilo à 10 euros le kilo pour l'Afrique centrale, par exemple. Donc, il y a qu'un secteur où le prix du kilo n'a pas augmenté, et probablement parce que c'est le trafic aérien c'est l'Asie. Donc, les libraires d'Asie avec lesquels j'ai des contacts, j'ai fait faire une enquête, évidemment, là-dessus, les libraires disent le trafic aérien était suffisant et donc le prix au kilo n'a pas augmenté. Donc, ça veut bien dire quelque chose et ça rejoint ce que Mathieu disait notamment et Virginie, c'est vraiment le trafic depuis l'Asie vers l'Europe qui fait que, si vous voulez, ce marché-là est resté relativement solide. Oui, oui, oui. Et donc, je dirais le mot de la fin. Et là, Mathieu, je t'autorise à m'interrompre si je dis une bêtise. Mais avec les toutes dernières mesures là de Macron en France, qui étaient de limiter ou de poursuivre la limitation, enfin de reconfiner de manière très drastique et compagnie, il y a eu moins de trains et il y avait moins de trains. Et du coup, merci la libéralisation du chemin du rail, puisque du coup, histoire personnelle, j'ai une tante qui vit à Paris, qui est venue me voir il y a quelques jours à Bruxelles. Et donc, elle a regardé les prix des trains et les prix ont explosé. C'était 100 euros parce qu'il y avait beaucoup moins de trains. Et donc, l'offre et la demande fait que le prix, du coup, augmente. Voilà, donc il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot pour la transition, que ce soit celle des transports des êtres humains, des marchandises. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser donc Thomas nous déconnecter de la page Facebook. Mais avant ça, je tiens à remercier ici mes 4 intervenants et on a une pensée aussi pour notre intervenante qui est Anne-Sophie Bouvi, qu'on sans doute on invitera une prochaine fois. Merci à tous les 4. Merci aux organisations, donc je le rappelle, à Contre-Courant, Association culturelle Joseph Jacquemot, le MPOC, le mouvement politique des objecteurs de croissance, et la formation Léon Le Soil. Voilà, merci à tous et nous avons donc d'autres débats. On a bien noté les idées et bien. Et merci beaucoup. Voilà, merci au public. Et donc, le débat sera disponible sur YouTube et sur les pages Facebook, bien sûr. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne soirée.